Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un enfant gâté d'Hollywood sombre dans la perversion. C'était un violeur en série, disposant de beaucoup d'argent. Il enregistre ses crimes en vidéo. C'était incontestable. Quand on regardait ces vidéos, il s'agissait de viols de femmes inconscientes. Il paie une caution d'1 million de dollars puis attend le bon moment. Ça sautait aux yeux qu'il ne resterait pas jusqu'au bout. La chasse à l'homme captive les États-Unis. Il y avait tout dans cette affaire. Sexe, drogue et vidéo. L'héritier d'une légende d'Hollywood devient un violeur recherché par la police. C'est aujourd'hui dans Crime en haute société. Muscle Shoals, dans le sud de la Californie. Un petit coin de paradis avec une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Les surfeurs et autres amateurs de farniente sont très fiers de pouvoir s'installer ici. On ne parle pas beaucoup de cette petite ville dans les journaux. Mais le 18 juillet 2000, un homme de 36 ans est arrêté devant sa maison qui fait face à la mer. Andrew Luster est l'héritier de Max Factor, une légende hollywoodienne du maquillage. Dans sa maison, la police trouve de la drogue, des armes et une collection d'effroyables films en vidéo qu'il aurait apparemment tournés. À la fin de l'enquête, Andrew Luster doit répondre de 87 chefs d'accusation pour avoir drogué et violé des jeunes femmes. Il est atteint d'une maladie qui va jusqu'au tréfonds de son âme. Il aime avoir des rapports sexuels avec des femmes qui sont comme mortes. La presse se rue sur cette affaire. Andrew Luster est l'arrière-petit-fils de Max Factor, le roi des cosmétiques. Les médias le surnomment l'héritier Factor, mais le procureur le qualifie de prédateur sexuel. Quand j'habitais à Los Angeles, j'ai rencontré plusieurs membres de la famille d'Andrew Luster. Ils étaient très aimables, très respectés. Certes, Andrew n'était sans doute pas le premier héritier à devenir un tombeur, mais il était malade. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a failli s'en tirer. Andrew Luster est placé en résidence surveillée lorsque l'affaire se prolonge. Il risque alors plus de 100 années de prison et il n'a aucune intention de purger cette peine. Le 3 janvier 2003, il prend la fuite. Une traque à l'échelle mondiale est lancée pour le retrouver. Un chasseur de primes appelé Dwayne Dog Chapman est déterminé à l'amener devant la justice. Il peut être n'importe où, dans n'importe quel pays. Dog, le chasseur de primes, est à ses trousses. Je suis implacable et impitoyable. Je le capturerai. Dwayne Chapman cherche à tout savoir sur Andrew Luster. On consacre tout notre temps, toutes nos journées à Andrew Luster. 3 semaines après le début de son procès, Andrew Luster est condamné par contumace à 124 années de prison. We in the jury find the defendant guilty of the crime of rape by use of drugs. Dans son éducation, Luster n'a pas vraiment appris à fuir devant les autorités. Andrew Luster est né dans une famille riche. C'est l'arrière-petit-fils de Max Factor, fondateur d'un empire des cosmétiques. Max Factor est né en Pologne. Il a émigré en Russie où, à l'âge de 20 ans, il est devenu le coiffeur du tsar Nicolas II. Les contraintes de la vie à la cour lui déplaisant, il s'est enfui aux États-Unis au moment des premiers pas de l'industrie du cinéma. Il a alors révolutionné l'art du maquillage cinématographique. C'était le maquilleur le plus en vue d'Hollywood, réclamé par toutes les stars.
Les célèbres lèvres de Joan Crawford, sa belle bouche bien pleine, c'est l'œuvre de Max Factor. Ça correspond notamment à sa personnalité et à ses rôles, ceux d'une femme agressive, déterminée. Mais la beauté n'était pas seulement réservée aux stars hollywoodiennes. Dans les années 60, la société Max Factor & Company entre en bourse. La famille roule sur l'or. En 1963, la petite fille de Max, Elizabeth, donne naissance à un fils, Andrew Stuart Luster. Andrew, surnommé Drew par sa famille, grandit dans la ville très huppée de Malibu, en Californie, au milieu des luxueuses maisons des membres de la jet set. Il a grandi dans le coin entre Malibu Road et la colonie au bord de la plage. Il avait une servante, une nounou, un cuisinier. C'était la belle vie pour lui. Il faisait ce qu'il voulait et il était plein aux as. Quand Andrew a 5 ans, sa mère Elizabeth divorce d'avec son père, le docteur Henry Luster, qui mourra quelques années plus tard. Comme sa mère le racontera après, Andrew accuse le coup. Il passe des heures seul avec ses nombreux animaux de compagnie. Mais Andrew a une autre passion. Comme de nombreux enfants de Malibu, il est obsédé par le surf. Ils adorent passer du temps dans l'eau et attendre la vague parfaite. C'est le but ultime, trouver la vague idéale. Pour fêter sa sortie du lycée en 1981, Andrew se paye un cadeau plutôt inhabituel. Une maison en bord de mer pour lui tout seul, à Muscle Shoals. Muscle Shoals était une véritable communauté entre Ventura et Santa Barbara. C'est le paradis des surfeurs. Quand on se réveille le matin, on a l'océan devant les yeux. Luster suit ensuite quelques cours à la fac, mais il abandonne avant d'obtenir un diplôme. Après tout, il n'a pas besoin de travailler ni de grandir. Il sait pourtant à quoi il veut occuper sa vie. Il passait ses journées au soleil, sur les vagues. Et puis il allait nager, boire de la bière et draguer. Il ne garde jamais très longtemps un emploi. Il travaille un peu dans l'immobilier, en disant aux gens qu'il est trader. Mais sa source principale de revenus est son fonds de dépôt. Grâce à son argent, il s'achète une deuxième résidence. Un appartement dans la ville de pêche de Cabo San Lucas au Mexique. C'est un pêcheur hors pair qui adore se pavaner devant les caméras avec une canne à pêche. Il aimait beaucoup être filmé. Il n'était pas du tout timide, il regardait droit dans l'objectif et il faisait son show. C'était le paradis pour Luster. Il se rend tout seul à Cabo plusieurs fois par an pour surfer et pêcher à loisir. Mais autre chose l'attire dans cette ville. Son intense vie nocturne. Cabo Wabo, Squid Row, le Giggling Marlin, ça ce sont des endroits qui bougent. Les filles y vont pour se détendre, les garçons vont à la pêche aux poissons la journée et le soir, à la pêche aux filles. Au début des années 90, Luster est dans une relation stable avec une femme. Ils ont 2 enfants ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Luster a à peine plus de 30 ans et le mariage ne l'intéresse pas. C'est un solitaire qui a encore envie de continuer à jouer. Il a d'ailleurs un nouveau jouet, une caméra vidéo. Elle devient sa passion. La vie de Luster se transforme en une longue émission dont il est le héros. Le jour, il joue un jeune oisif. Mais à la tombée de la nuit, il se transforme en un prédateur pervers. Au fil des ans, il s'est enfoncé dans une zone dangereuse de déviance sexuelle. Andrew Luster souffre d'un dérangement mental qui va en s'aggravant. Ses perversions et son sens de l'impunité forment un cocktail explosif. Peu à peu, il se transforme en monstre.
milieu des années 90, Andrew Luster mène une vie dédiée au plaisir. Il consacre son temps à des activités solitaires. Il fait du surf, de la pêche et surtout, il écume les bars et les plages de Californie pour séduire des femmes. Très jeunes, de préférence. En 1996, Luster rencontre Shauna sur la plage. Elle a à peine 16 ans. Luster en a 32. Il ne recherche pas l'âme sœur. Il veut simplement sentir qu'il a du pouvoir sur les femmes. La différence d'âge y contribue. Mais il a une autre méthode beaucoup plus funeste. Shauna et ses amis aiment traîner dans la maison de Luster. Le bar est toujours plein. Mais il n'y a pas que de l'alcool chez lui. Il y a aussi de la marijuana, de la cocaïne et une autre drogue qui commence seulement à se répandre, le GHB. Son nom scientifique est gamma-hydroxybutyrate et l'un de ses surnoms est Liquidex. C'est un sédatif qui, selon les doses, peut avoir des effets différents. Certains disent que c'est un aphrodisiaque en petite quantité, mais à forte dose, on parle plutôt de vertige, de perte de la notion du temps. On peut aussi oublier les détails de la soirée, et ça peut même rendre inconscient. À une époque, le GHB était vendu en pharmacie comme complément nutritionnel. Facile à fabriquer, il est indétectable dans le sang seulement 12 heures après ingestion. Un soir, alors que Shauna est chez lui, Luster verse du GHB dans le verre de la jeune fille sans qu'elle s'en aperçoive. Elle perd connaissance. Luster insère une cassette dans sa caméra, la met en marche, décrit ce qu'il compte faire, puis viole sa proie inconsciente. Shauna se rappelle seulement s'être réveillée le matin sans aucun souvenir des événements de la nuit précédente. Selon toute apparence, Andrew Luster est comme de nombreux autres jeunes fils de riches qui habitent à Muscle Shoals. Dans la journée, il s'amusait sur la plage et draguait des filles, tout à fait normalement. Et la nuit, c'était un véritable détraqué sexuel. Il avait deux visages, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Un soir, dans un bar de Santa Barbara, Luster rencontre Tonya. Elle a 23 ans. Elle l'accompagne chez lui, où il lui propose du GHB, prétendument pour la détendre. Pendant qu'elle est inconsciente, il la viole et filme son forfait. Andrew Luster était un prédateur sexuel de sang-froid. Son terrain de chasse privilégié, c'était les bars du centre-ville, les bars d'étudiants de Santa Barbara. Il s'efforçait de s'habiller comme les jeunes, de parler comme eux. Vers minuit, le 14 juillet 2000, Luster se rend au O'Malley's, un bar dans State Street à Santa Barbara. Il y rencontre Carrie, étudiante à l'Université de Californie. Il fait chaud. Luster tend un verre à la jeune fille, additionné de GHB. Ensuite, tout se met à tourner. Peu après, elle se retrouve dans le 4x4 de Luster, en route vers Muscle Shoals. Sitôt dans la maison, Luster redonne un verre à Carrie. Elle se sent mal et demande ce qu'il y a dedans. Il répond « du Liquidex ». La jeune fille s'évanouit. Pendant qu'elle est inconsciente, Luster la viole. Le lendemain matin, elle se réveille dans le lit de Luster, nue. Pendant 3 jours, elle ressasse mentalement l'horrible expérience qu'elle pense avoir vécue. Puis elle appelle la police. Elle ne se souvenait pas de tout par ordre chronologique. Elle se souvenait seulement de morceaux épars. Elle savait qu'elle avait été agressée sexuellement. Elle était très perturbée émotionnellement. Ça faisait 3 jours que ça lui trottait dans la tête. C'est extrêmement difficile d'aller au poste de police et de raconter qu'on a été violé. L'agent Melissa Smith écoute la jeune étudiante en détresse pendant plusieurs heures. Je croyais ce qu'elle me disait.
Mais je me demandais aussi comment j'allais convaincre le public, un jury, de la véracité de ces dires. Melissa Smith demande à Carrie d'appeler Luster. On s'était installés dans une pièce et j'écoutais leur conversation. Je lui avais demandé de dire qu'elle s'était bien amusée et qu'elle avait envie de le revoir. Dude, what did you put in my drink? Liquid X. Liquid X? Yeah. Is that the same as GHB? Because like I've done ecstasy before and like it wasn't exactly the same. Like it was fun, but It's good though. do you have any more of that left? Yeah. You do? You should do so. Totally. Yeah. You don't have to drug me to have sex with me this time, okay? Okay. Il a complètement mordu à l'hameçon. Il lui a proposé qu'elle aille chez lui le lendemain, ce qui était exactement ce que nous voulions. À l'heure du rendez-vous, c'est la police qui vient chez Luster, pas Carrie. Les autorités sont là pour l'arrêter, muni d'un mandat de perquisition de son domicile. Il était sous le choc. Il n'arrêtait pas de répéter « Hey, j'habite ici, il y a erreur sur la personne ». Je crois qu'il a été pris au dépourvu. Les enquêteurs savent qu'ils tiennent leur homme. Ils pensent trouver des preuves chez Andrew Luster, mais ne s'attendent pas aux effroyables cassettes vidéo sur lesquelles ils tombent. En juillet 2000, Andrew Luster est arrêté devant sa maison californienne de bord de mer pour le viol de la jeune Carrie Doe. Il est menotté, puis emmené au bureau du shérif où il est interrogé. Il était très sûr de lui pendant cet interrogatoire. Il a souvent essayé de prendre le contrôle de la discussion en répétant régulièrement « Vous n'avez aucune preuve contre moi, je vais ressortir libre ». Andrew Luster a toujours eu la vie facile. Il dit littéralement aux policiers « Je suis riche, je vais me prendre un bon avocat et je vais détruire cette fille ». Il est persuadé de pouvoir s'en tirer quoi qu'il arrive. I don't screw up. I've lived in the same place my entire adult life. I'm a wealthy guy. I can't screw up. I'm not going to lose my money. You're a wealthy guy? Mais très vite, il se retrouve acculé et il est pris en flagrant délit de mensonge par la policière. So did you tell her that you put liquid X in her drink? I never told her that. No. Il a dit qu'il ne lui avait rien donné, qu'il ne voyait pas de quoi je parlais. Un peu plus tard, je lui ai dit que j'avais entendu la conversation qu'il avait eue avec Carrie la veille. Là, il a été obligé de reconnaître qu'il avait versé du GHB. Mais il a prétendu que la jeune femme était consentante. Pendant que Luster est interrogé, les enquêteurs fouillent sa maison de Muscle Shoals. Ils trouvent de la marijuana, de la cocaïne, des sédatifs, des champignons hallucinogènes. Mais ce n'est pas tout. Ils trouvent aussi des nunchakus, une arme d'arts martiaux interdite, et un fusil d'assaut AK-47. Mais ce n'est encore rien comparé à ce qu'ils trouvent ensuite. Empilés sur une étagère, des dizaines de cassettes vidéo contenant les films tournés par Luster. Il y en a une qui a attiré notre attention, celle marquée « Shauna plus GHB ». C'est celle-là que nous avons regardée en premier. Et le film était très dérangeant. Sur cette vidéo, on voit une fille allongée, inconsciente. Luster entre dans le cadre, s'assied sur le bord du lit, regarde la caméra et commence son récit. Il dit « Beaucoup de gens rêvent de Noël et de Thanksgiving. Moi, je rêve de ça. » En visionnant les autres cassettes, les enquêteurs assistent à d'autres scènes où Luster viole des filles apparemment inconscientes. Elles sont dans le coma. Elles ronflent. Elles sont sans vie. Il est obligé de les soulever et de les mettre dans d'autres positions. Il viole ces femmes sans montrer la moindre trace de remords. C'est le portrait vidéo d'un effroyable prédateur sexuel. Une semaine plus tard, Luster comparaît devant un juge et il est inculpé d'empoisonnement et de viol.
sa caution est fixée à un montant record pour le comté de Ventura. Le procureur a demandé une caution de 10 millions de dollars, ce qui a été accordé. C'était du jamais vu. L'argument, c'était de dire il faut que la caution soit très élevée pour être sûr qu'il ne s'enfuira pas. Le montant de la caution ne fait que renforcer le caractère scandaleux de l'affaire. La presse locale se rue sur cette histoire, suivie par les médias nationaux. Les médias savaient qu'Andrew Luster était l'héritier de Max Factor. Ce sont même eux qui nous l'ont appris. La presse fait ses choux gras avec cette affaire, qui finit par parvenir aux oreilles de Tonya, la jeune femme que Luster avait violée 4 ans auparavant. Cette jeune femme est tombée sur des articles, alors qu'on essayait justement de la retrouver. Et c'est elle qui nous a contactés. Les enquêteurs montrent ensuite à Tonya la vidéo où Luster la viole, alors qu'elle est inconsciente. C'est la plus dégoûtante, la plus répugnante agression sexuelle que j'ai jamais vue. Je n'avais jamais rien vu qui s'approche autant de la nécrophilie. Un homme qui a des rapports sexuels avec des femmes évanouies. Ça avait des relents de morgue. Les enquêteurs font tout leur possible pour retrouver les autres filles filmées par Luster. Ils épluchent le carnet d'adresses de l'homme en espérant que cette sombre histoire éveillera des souvenirs aux victimes. Ils parviennent ainsi à retrouver Shauna, l'adolescente de 16 ans dont Luster a abusé chez lui. Elle est horrifiée par ce que les policiers lui racontent. C'était évidemment très dérangeant pour elle. 2 policiers sont venus chez elle et lui ont parlé d'événements qu'elle avait vécus, mais dont elle n'avait pas du tout connaissance. Le choc a dû être très rude pour elle en apprenant ça. Shauna et Tonya portent également plainte pour aider le procureur à envoyer Andrew Luster en prison. Entrez dans la cellule. Cet homme, qui a toujours agi selon ses désirs, se retrouve confiné dans une cellule d'1,50 m sur 2,40 m, avec une seule heure par jour pour faire du sport et se doucher. La fortune d'Andrew Luster lui a ouvert des portes toute sa vie. Sauf que maintenant, elle ne peut pas le faire sortir de sa cellule. Luster est pourtant certain qu'il y a un moyen de s'échapper, et hélas, il a raison. En apprenant que sa caution est fixée à 10 millions de dollars, Andrew Luster est outré. Alors que le procureur avertit que l'accusé risque de s'échapper et de commettre d'autres viols, les avocats de la défense plaident pour la liberté de leur client. C'est comme s'il n'avait pas de caution. C'était notre argument et il a été retenu. La Cour d'appel a eu raison de réduire le montant de la caution. Le juge fixe la caution à un montant inférieur que Luster peut payer, 1 million de dollars. C'est beaucoup pour la plupart des gens, mais peu pour la famille Luster. C'est même une somme qu'elle peut non seulement verser, mais se permettre de perdre au cas où Andrew déciderait de se faire la belle. Il pouvait être libéré sous caution, tant qu'il était placé sous résidence surveillée et avec un bracelet électronique à la cheville, pour qu'il ne puisse pas s'éloigner de sa maison. Si les bracelets électroniques sont monnaie courante chez les jeunes délinquants, Andrew Luster devient le premier adulte du comté de Ventura à devoir en porter un. Le bureau du shérif proteste. C'est grâce à sa fortune que Luster a le droit d'être en résidence surveillée. De lourdes accusations pesaient contre lui. C'était un violeur en série, disposant de beaucoup d'argent. C'était des conditions qui n'avaient jamais été imposées par la Cour de Californie pour qui que ce soit. Et il y a eu une polémique sur le fait qu'elles étaient appliquées à un homme riche, de milieu aisé. Cela a forcément soulevé des questions. Andrew Luster n'aurait jamais dû pouvoir être libéré sous caution. Nous nous sommes inclinés devant son statut et sa position. Les auditions préliminaires commencent en juin 2001. L'accusation doit prouver qu'elle dispose d'assez de preuves pour aller jusqu'au procès. À 37 ans, Luster se complaît dans le rôle d'un innocent accusé à tort.
Avec son langage corporel, il exprimait son indignation, sa volonté de réfuter des accusations qu'il estimait complètement fausses. Selon lui, ces femmes mentaient et avaient eu des rapports consentis avec lui. Il prétendait que les avocats de l'accusation agissaient par pudibonderie et cherchaient à le salir par des mensonges. 3 victimes présumées de Luster, Carrie, Shona et Tonya, témoignent qu'elles ont été endormies sans leur consentement. Et les vidéos filmées par Luster montrent la suite des événements. Il avait de nombreuses occasions de s'interrompre et de mettre fin à ses agressions sexuelles. Au lieu de ça, il changeait la musique. Il allait chercher d'autres objets dont il se servait pour ses forfaits. Et à chaque fois, ça faisait un chef d'accusation supplémentaire contre lui. Les preuves sont écrasantes. Le juge ordonne que Luster soit jugé pour empoisonnement, viol, possession d'armes et agression sexuelle. Au total, 87 chefs d'accusation. Chacun d'eux est passible d'une peine de prison. S'il est condamné, Andrew Luster risque plus de 100 années d'incarcération. Cependant, grâce à sa fortune, il peut se permettre d'engager des ténors du barreau. En l'occurrence, Roger Diamond, un avocat réputé de Los Angeles, et Kiana Sloan-Hillier comme assistante. Dès le début, Diamond cherche l'affrontement contre l'accusation. Les médias boivent ses paroles. This trial would have been held a long time ago had the DA allowed discovery. La défense voulait que le procès se règle dans les médias, alors que nous voulions qu'il se déroule dans une salle d'audience. C'est là que doivent se passer les procès, pas en une des journaux ni aux infos télévisées. Le juge est d'accord et ordonne une interdiction de publication, pour la défense comme pour l'accusation. Aucune des deux parties n'a le droit de parler à la presse. La défense accumule ensuite les demandes de report du procès. Les avocats de Luster affirment également que le comté de Ventura complote contre leurs clients. Nous étions persuadés qu'il y avait un effort concerté et délibéré de nuire à Andrew et que tout le monde était impliqué là-dedans. Depuis l'accusation jusqu'au juge, en passant par le shérif. Leur stratégie est devenue « faisons le procès de tout le monde », celui de la police, de l'accusation, du système. Ils voulaient remettre en cause absolument tout, tant qu'on ne discutait plus de la culpabilité ou de l'innocence d'Andrew Luster. Selon la défense, les preuves clés, c'est-à-dire les cassettes où l'on voit Luster violer ses victimes, ont été modifiées. Sans voir les bandes originales, il leur serait donc impossible d'assurer la défense de l'accusé. Les cassettes qui ont été montrées au procès contenaient des versions retouchées des films d'Andrew. On avait notamment sous-titré ses paroles. Nous n'avons jamais vu les versions d'origine. Ils ont eu la possibilité d'accéder à ces cassettes, et ils ne l'ont jamais fait. Ils ont vu exactement les mêmes versions que nous. Les avocats de Luster affirment également que les femmes qui apparaissent dans les films ont eu des rapports sexuels consentis avec lui. Toutefois, cette stratégie ne peut plus aboutir suite à un arrêt de la Cour de Californie statuant qu'un homme n'a pas le droit d'avoir de rapports sexuels avec une femme inconsciente, même si elle a donné son consentement préalable. Les avocats de la défense doivent trouver une nouvelle tactique, ce qu'ils ne tardent pas à faire. Ils s'appuient sur Waves and Babes, un film érotique produit par Luster. La défense affirme que l'accusé a des ambitions de producteur de films X et que les victimes voulaient devenir actrices. Il voulait effectivement produire des films pornographiques. Il s'agissait de déterminer s'il s'agissait de viol ou de pornographie. En effet, un sous-genre des films X met en scène des femmes qui font semblant d'être inconscientes. En regardant ces cassettes, il était aussi difficile de conclure que c'était un film porno amateur que de dire que l'attentat contre les tours jumelles était un effet spécial de film hollywoodien. La tension entre les avocats renforce encore davantage le climat électrique du procès. L'un des avocats de la défense parlait du procureur et de ses laquais, ce genre de vocabulaire. Il y avait de l'animosité dans l'air. Le juge Ken Riley finit par en avoir assez.
Il a crié à l'avocat de la défense, qui hurlait lui aussi, « Ce procès va avoir lieu, c'est irrévocable. Nous allons former le jury. » Grâce à son portefeuille bien garni et au talent de ses avocats, Andrew Luster a réussi à retarder le procès pendant près de 2 ans et demi. Mais l'heure de vérité est arrivée. On dirait qu'il va aller en prison, malgré son nom et sa fortune. Deux ans et demi après son arrestation, Andrew Luster passe en procès. S'il est condamné, il passera le restant de ses jours derrière les barreaux. Mais pour l'instant, il est dans sa maison de Muscle Shoals, sous résidence surveillée. Il m'a appelé plusieurs fois, il était comme un animal en cage. Il avait envie de sortir, de faire du surf. Il disait que c'était seulement un coup monté et qu'il retrouverait sûrement bientôt les vagues. Les avocats de Luster demandent la suspension de sa résidence surveillée et le juge accepte. C'est inouï. Voilà un dangereux violeur quasiment libre de s'échapper, seulement retenu par un bracelet électronique. Quelle absurdité! Madame Fox m'a dit, « Je vous le prédis, vers le milieu du procès, il verra que c'est perdu et il prendra la fuite. » Je ne savais pas combien de temps ça prendrait, mais ça sautait aux yeux qu'il ne resterait pas jusqu'au bout. Dans la salle d'audience, Luster est visiblement très tendu. Il essayait de contrôler les déclarations de ses avocats. À chaque fois que Maître Diamond s'adressait au juge à propos de quelque chose, Luster lui chuchotait ses instructions à l'oreille. Il a beau se démener pour contrôler le déroulement du procès, il ne peut rien faire pour influer sur l'impact du témoignage des victimes, et tout particulièrement leur réaction lorsqu'elles ont vu les films où Luster les violait. When you first saw the tape and saw the defendant performing these various sex acts on your body, what was your reaction? It's very disgusting to me, and when I first saw it, it was like, it's like seeing yourself raped in the third person, and there's nothing you can do about it. Ces témoignages sont déjà accablants, mais la défense sait que le pire reste à venir. Les cassettes vidéo elles-mêmes. En voyant ça, de nombreux jurés avaient l'air bouleversés et incrédules. J'ai aussi remarqué 2 jeunes femmes émues aux larmes. Tous les jurés étaient bouche bée. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Les jurés se posaient une seule question. Sont-elles inconscientes? C'est ça qui changeait complètement la donne. Mais on entendait ces jeunes filles ronfler. Elles ne donnaient aucun signe de vie. On aurait dit de grandes poupées inertes. Pour les jurés, c'était la preuve éclatante qu'il ne s'agissait pas d'un tournage de film porno amateur. Luster, quant à lui, observe les jurés le regarder commettre une succession de viols. Pour toutes les personnes présentes, il apparaît évident que cet homme ira bientôt en prison. Le procès doit s'interrompre 2 semaines pour les fêtes de fin d'année. La veille de l'interruption, Luster se penche vers son avocate, Kiana Sloan-Hillier. Après l'avoir écoutée, elle s'est levée et elle a dit « Nous comptons voir Monsieur Luster pendant l'interruption du procès. Nous demandons donc à la Cour de lui accorder les mêmes horaires que pendant le procès. » La défense demande que pendant l'interruption du procès, Luster ait le droit de quitter son domicile 12 heures par jour. Anthony Wald est sorti de ses gonds et il s'est écrié « Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur le juge. Il risque de s'enfuir. » Malgré notre objection, le juge a accédé à cette demande. Pendant l'interruption, Luster se concerte avec ses avocats qui pressentent que la culpabilité va être prononcée et se prépare à faire appel du jugement. Luster, lui, se prépare à toute autre chose. Le matin du vendredi 3 janvier 2003,
Andrew Luster sectionne son bracelet électronique, sort de chez lui et monte dans son 4x4. Il roule pendant 2 heures vers le sud jusqu'à Santa Monica et se gare au coin de San Vicente et de la 10e rue. Il sort ensuite du véhicule et disparaît. C'est assez évident qu'il envisageait cette solution depuis longtemps. Il a bien vu que ça sentait le roussi. Les autorités se sont rendues compte de sa disparition à 20h30, alors qu'il était parti de chez lui à 8h du matin. Il avait beaucoup d'avance. Il pouvait déjà être très loin. En fouillant la maison de Luster, les enquêteurs s'aperçoivent que ses habits d'été, son chien et de précieux objets d'art indien n'y sont plus. Quelques jours plus tard, des mandats d'arrêt sont lancés contre Andrew Luster au niveau local et fédéral. En son absence, le procès reprend. Le lundi matin, à la place d'Andrew Luster, il y avait une chaise vide. Maître Diamond a dit que son client avait peut-être eu un accident de voiture et que son absence était sûrement explicable. Anthony Wald a répliqué aussi sec, et pourquoi pas un enlèvement par les extraterrestres tant qu'on y est. Il a fui, c'est tout. La disparition de Luster fait la une de tous les journaux californiens. Un homme s'intéresse tout particulièrement à cette affaire. Un chasseur de primes nommé Dwayne Dog Chapman. J'ai lu dans les journaux que Luster avait pris la fuite pendant le week-end, après s'être débarrassé de son bracelet électronique. Pour mon équipe et moi, ça a marqué le début de la traque. Dwayne Chapman est un sacré personnage. Il vient d'un monde totalement différent de celui de Luster. Il a grandi dans un milieu pauvre, a fait partie d'un gang de bikers et a fait de la prison au Texas. Le détraqué sexuel a désormais un chasseur de primes blond et coloré sur ses traces. Et notre histoire va devenir plus étrange encore. Le lundi 6 janvier, le procès pour viol d'Andrew Luster reprend, sans l'accusé. Cela fait 3 jours qu'il a complètement disparu. Il reste introuvable. I would tell Andrew Luster now, please return. It does not do any good to be away. Roger Diamond, l'avocat de Luster, demande à être retiré de l'affaire. Mais le juge refuse. L'avocat est en bien mauvaise position. Diamond essayait de défendre un client qui n'était pas là pour s'expliquer et qui ne pouvait pas se défendre. Il s'est démené pour défendre Andrew Luster. Il a essayé de balayer toutes les preuves d'un revers de main. Grosso modo, il a traité les victimes de salopes et a dit au jury qu'elles ne méritaient pas d'être prises en considération. C'est à peu près ce qu'il a dit, même si ce n'est pas avec ces mots-là. Il a réellement dit que les plaintes de ces femmes n'étaient pas recevables, vu leur comportement. Toutefois, le jury ne le voit pas de cette façon. Le 21 janvier, Andrew Luster est reconnu coupable de 86 des 87 chefs d'accusation, empoisonnement et viol. Il est condamné à 124 années de prison, sauf qu'il n'en effectuera pas une seule journée s'il n'est pas capturé. Le chasseur de primes, Doug Chapman, est déterminé à retrouver le fugitif. Je voulais qu'il redoute le moment où j'allais lui sauter dessus. J'étais prêt à tout pour l'avoir. Chapman est un évangéliste avec un penchant pour la publicité. Il dit que les crimes de Luster le dégoûtent, le mettent hors de lui. Il veut absolument capturer Luster. Les autorités de Californie et du pays traquent aussi Luster grâce à une méthode éprouvée. Elles suivent l'argent à la trace. À tout moment, où qu'il soit, il fallait qu'il se demande si sa transaction allait être repérée par le FBI, le Trésor américain, les services secrets ou Interpol. Chapman, lui, ne vise pas l'argent. Il cible l'homme.
On savait où il était allé, où il était susceptible d'aller. On connaissait sa personnalité, sa pointure. On savait s'il avait un jumeau ou des tatouages. Les enquêteurs assurent ne pas être dérangés par le fait que Doc Chapman recherche Luster. Si Dwayne Chapman, une émission de télévision ou quiconque d'autre arrivait à localiser Andrew Luster par quelque moyen que ce soit, tant mieux. En juin, Chapman apprend par un informateur que Luster est dans la ville mexicaine de Puerto Vallarta, où il a repris sa vie de séducteur nocturne. Ça correspondait à son portrait de prédateur sexuel. Un hôtel borgne, des passes à $5 dans un endroit perdu, ce genre de choses. C'était exactement là que je m'attendais à le trouver. Chapman saute dans un avion. Le 18 juin, il repère Luster chez un marchand de tacos près de son hôtel Bon Marché. C'est le moment que le chasseur de primes attendait. Il bondit sur le fugitif, le maîtrise, puis l'embarque dans sa camionnette et repart. Des passants ayant assisté à la bagarre appellent la police. En quelques minutes, les policiers rattrapent le véhicule, s'emparent de Luster et le jettent en prison. La capture de Luster fait la une des journaux. Quelques jours plus tard, le FBI récupère la garde de Luster et le rapatrie vers les États-Unis. Après 3 ans de lutte pour éviter la prison, Andrew Luster, l'héritier en fuite, est derrière les barreaux. C'est sûrement là qu'il passera le restant de ses jours. Il n'a pas eu un comportement parfait, c'est vrai. Mais il a été condamné à 124 ans de prison. Je suis certaine qu'il n'a pas eu un procès équitable. Cela prouve bien que les riches n'arrivent pas toujours à acheter leur liberté. Il a violé des victimes inconscientes, des femmes incapables de résister parce qu'elles avaient été droguées. C'est très tordu. Jamais, au grand jamais, les avocats de la défense n'auraient pu trouver un moyen de diminuer l'impact causé par ces cassettes vidéo. Ce sont les preuves les plus accablantes que j'ai jamais vues. Luster s'est condamné lui-même dans la quête égoïste de son plaisir pervers. Andrew Luster avait suffisamment d'argent pour mettre les femmes à ses pieds. Il aurait pu en payer pour satisfaire ses désirs, mais cela ne lui suffisait pas. Au final, il n'a pas eu assez d'argent pour arriver à couvrir ses crimes sordides. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.